Bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 février 2022, il est 11h40. Donc je commence, enfin ça sera entrecoupé, vous entendrez sûrement le clic ou le clac. Bref, donc je lis la suite de l'enquête sur le DIVOC. Et je ferai donc à la fin une conclusion. Alors, donc, les synchronicités associées à l'assassinat du président Kennedy à Dallas ont déterminé Donald et Hoffman à coécrire un essai intitulé King Kill 33, qui, entre-temps, est entré dans la culture populaire par la voix improbable de Marilyn Manson, un soi-disant sataniste. Cet essai inhabituel identifie des coïncidences telles que le lieu, toujours sur le 33e parallèle, la date, 22 novembre, 22 plus 11 égale 33, l'histoire maçonnique de la Dealey Plaza et la composition de la commission Warren qui a enquêté sur les événements, la signification inhabituelle des noms Kennedy, Jack Ruby, etc. Pourquoi l'assassinat du président serait-il important en termes alchimiques? Parce que, selon Hoffman, l'assassinat du roi est un ancien rituel utilisé pour le renouveau, pour le verdissement de la terre. Aussi extraordinaire que cette affirmation puisse paraître au lecteur non initié, le rituel de l'assassinat du roi et son utilisation dans les sociétés anciennes a été étudié par des scientifiques à la réputation irréprochable, tels que Sir James Frazer, le plus grand anthropologue britannique du XIXe siècle, et René Girard, professeur distingué à Johns Hopkins et Stanford et membre immortel de l'Académie française. En effet, Girard reprochait à Frazer de limiter le champ de ses recherches aux cultures primitives et d'exclure les sociétés modernes et civilisées comme l'Angleterre victorienne. D'autres synchronicités liées à Trinity et à l'assassinat d'un roi à l'Est. Bien qu'exceptionnelles à bien des égards, les connaissances de Donald et Hoffman en matière de reconnaissance de forme sur la sémiotique de la première explosion atomique ne racontent qu'une partie de l'histoire. La date choisie pour l'expérience a également joué un rôle majeur. La première explosion atomique a été programmée pour coïncider avec Tisha B'Av, la fête juive commémorant la destruction du temple de Salomon, ainsi que celle du deuxième temple juif détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. D'abord programmée entre le 18 et le 21 juillet en 1945, Tisha B'Av est tombée le 19 juillet. L'explosion s'est finalement produite le 16 juillet à la demande expresse du président Truman, afin de coïncider avec le début de la conférence de Potsdam, où le président américain espérait impressionner Staline par la puissance des nouvelles armes américaines. On ne peut s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de bien plus sinistre en jeu qu'une simple coïncidence dans la programmation de l'essai Trinity, qui sera atomisé le jour commémorant la destruction du premier et du second temple. Selon J. Robert Oppenheimer lui-même, le père de la bombe atomique et parrain du site Trinity, il s'est inspiré du saint sommet de John Donne. « Battez mon cœur, Dieu à 3 personnes ». Bien évidemment. Donc je vais vous lire le texte du saint sonnet de John Donne. « Battez mon cœur, Dieu à 3 personnes. Battez mon cœur, Dieu à 3 personnes pour vous. Pour l'instant, il ne fait que frapper, respirer, briller et chercher à réparer, pour que je puisse me lever et me tenir debout, me jeter et me courber. Votre force de casser, de souffler
de brûler et de me rendre nouveau. Moi, comme une ville usurpée à une autre due, travailler pour vous admettre, mais ô sans fin. Raison, votre vice-roi en moi, je devrais défendre, mais il est captivé et s'avère faible ou faux. Pourtant, je t'aime tendrement et je serai aimé, mais je suis fiancé à ton ennemi. Divorcez-moi, déliez ou refaites ce nœud. Emmenez-moi à vous, emprisonnez-moi pour moi. Sauf si vous me captivez, jamais ne sera libre, ni jamais chaste, sauf que vous me ravissez. C'est la fin du sonnet. Donc, ajoutez au poème les faits incroyables mais précis qu'Oppenheimer était un descendant direct du rabbin Judas Loewe de Prague, le créateur du golem, et que John Donne était un poète avec une connaissance complète de la théorie alchimique générale, dont les figures se réfèrent aux doctrines philosophiques, occultes et mystiques associées aux pratiques et théories alchimiques. Et vous commencerez à avoir une meilleure image des forces à l'œuvre et de la sémiotique de l'explosion nucléaire de 1945. En ce qui concerne le deuxième ingrédient de la transformation alchimique de l'humanité, tel qu'identifié par Donald et Hoffman, le rituel du meurtre du roi, nous attirerons l'attention du lecteur sur les événements qui ont précédé l'assassinat du président Kennedy. Plusieurs décennies auparavant, le tsar Nicolas II, le dernier empereur romain selon la tradition orthodoxe russe, avait été assassiné avec toute sa famille dans la maison Ipatiev d'Ekaterinbourg, un lieu portant curieusement le même nom que le monastère Ipatiev, où la dynastie Romanov a été choisie pour la première fois pour gouverner la Russie en 1613. Les détails macabres de l'assassinat, tels que les mystérieuses inscriptions sur les murs de la chambre où la famille a été assassinée, documentées à l'époque par le journaliste britannique et correspondant du London Times, Robert Wilton, dans son livre The Last Days of the Romanov, ont conduit les enquêteurs russes à prévoir d'entreprendre une analyse psychologique et historique pour établir si le meurtre de la famille royale russe n'était pas un rituel. Alors, quand vous allez aller sur le blog, alors je ne sais pas si on le verra comme il faut. Alors, ce sont les inscriptions, voilà, qu'il y avait sur les murs, le mur, pardon. Voilà. Alors, nous sommes à 10 minutes. Comme dans le cas de Trinity, je voudrais apporter ma propre contribution à l'enquête en observant que le meurtre a eu lieu la veille de Tisha B'Av 1918. Encore un cas où le nom, la date et le lieu montrent tous des coïncidences qui ont un sens. Dolly la brebis et le Covid, la maladie. Bon, je ne fais que relire ce qu'il y a dans le texte pour les gens qui sont malvoyants, aveugles, et voilà. Dans mon propre livre, effectivement, pardon, je fais une parenthèse, je n'ai pas encore eu le temps de mettre effectivement parce qu'on peut trouver sur internet. Après, je pense que je vais faire une on va dire reprographie, mais sur vidéo. Alors, en ayant bien soin de toujours dire et citer. Alors, dans mon propre livre Synchronicité et symbolisme, j'ai essayé d'identifier plusieurs modèles de synchronisme similaires à ceux décrits par Downard et Hoffman.
L'un des plus intéressants est l'histoire du premier animal cloné, la brebis Dolly. Mon attention d'abord a été donc attirée sur l'histoire de Dolly, parce que le premier clonage d'un animal a été effectué dans le petit village écossais de Roslin, célèbre bien sûr pour la chapelle de Roslin. Je ne pouvais pas accepter comme une simple coïncidence que le premier clonage n'ait pas eu lieu dans les laboratoires de haute technologie d'Amérique du Nord, d'Allemagne, de Suisse ou du Japon, mais dans un minuscule village important uniquement pour son symbolisme cryptique. Non seulement cela, mais l'Institut Roslin où le clonage a été effectué a été créé précisément dans ce but. Pourquoi le premier clonage animal est-il important? Parce que pour la première fois, l'homme pouvait prétendre qu'il avait créé un animal par lui-même, égalant ainsi l'œuvre de Dieu, un événement d'une importance énorme dans le processus alchimique. Le choix du site de Roslin ne pouvait pas être la seule synchronicité associée à un événement aussi important que la création du premier animal par l'homme. En suivant les conseils d'Hoffman pour identifier les mécanismes rituels, j'ai commencé à rechercher d'autres coïncidences qui ont un sens. Il s'est avéré que dans le cas de Dolly, le nom avait également une signification cachée. Selon la version officielle publiée par l'Institut Roslin, le nom a été choisi parce que l'ADN de Dolly provient d'une cellule de la glande mammaire où elle a été nommée d'après la chanteuse de country Dolly Parton. Cependant, transcrit en hébreu et lu en conséquence de droite à gauche, Dolly devient Ilod, ou en lettres hébraïques, je ne saurais, mais bon, en lettres alphabétiques occidentales, c'est bien Ilod. Cela ne devrait rien signifier, n'est-ce pas? Sauf que Ilod a un sens très approprié. Il signifie nouveau-né ou nourrisson. La prononciation, voilà. Donc là, on a la prononciation hébraïque de Ilod. C'est oui. La prononciation hébraïque de Ilod est Ilud. Alors, O et U étant représentés par la même lettre hébraïque. Je n'ai pas connaissance que quelqu'un ait déjà mentionné cette version. La version officielle de Dolly Parton n'est rien d'autre qu'une moquerie de l'ignorance du public, la ruse et la moquerie étant le nec plus ultra des sociétés secrètes. Bien sûr, la sélection d'un mouton comme premier animal à cloner n'a pas non plus été accidentelle. Il convient également de mentionner la date choisie pour la première annonce publique du clonage, le 22 février, donc ça fait 222, 1997. Nous sommes en 2022. Pourquoi un nom hébreu pour le mouton? Alors, avant, je vais faire une parenthèse. L'histoire de l'Ukraine, ça vous dit rien? Bref, je ferme la parenthèse. Pourquoi un nom hébreu pour le mouton ou la brebis? Parce que l'hébreu est la langue de la Kabbale et que selon Albert Pike, le philosophe prééminent de la franc-maçonnerie, la Kabbale est au centre du symbolisme de toutes les sociétés secrètes. Je cite, « Toutes les religions vraiment dogmatiques sont issues de la Kabbale et y retournent. Tout ce qui est scientifique et grandiose dans les rêves religieux des Illuminati, de Jacob Boehme, de Swedenborg, de Saint-Martin et d'autres est emprunté à la Kabbale. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. » Pour revenir à l'actualité, le 11 février 2020, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé
a annoncé que la nouvelle maladie causée par le coronavirus et précédemment appelée par différents noms comme SARS-2 ou pandémie de coronavirus sera appelée Covid-19. Je cite. Passons maintenant au coronavirus. Tout d'abord, nous avons un nom pour la maladie. Covid-19. Je vais l'épeler C-O-V-I-D. Trait d'union, un œuf. Selon les directives convenues entre l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé animale, et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous devions trouver un nom qui ne fasse pas référence à un lieu géographique, à un animal, à un individu ou un groupe de personnes et qui soit également prononçable et lié à la maladie. Avoir un nom est important pour éviter l'utilisation d'autres noms qui peuvent être inexacts ou stigmatisants. Cela nous donne également un format standard à utiliser pour toute future épidémie de coronavirus. Fin de la citation. Voilà, donc là je vais arrêter pour cette partie 2 pour éviter que ça fasse trop long. Voilà. Donc je redis par contre avant de vous laisser que c'est l'enquête. Alors, hop là, c'est l'enquête sur le blog du Saceur francophone. Voilà, une incursion succincte dans la reconnaissance de forme. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la partie 3. Et normalement, partie 3... Oui, la partie 3, elle n'est pas longue et je vous donnerai les liens, je pense. Bon, je vais vérifier tout ça. Mais il y a tous les liens à la fin du document de l'enquête sur le blog de Saceur francophone. Voilà, je vous dis à bientôt.